Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le direct de Questions d'Actu. On revient ce soir sur ce qui a marqué l'actualité tout au long de la semaine. Avec d'abord la libération du ressortissant espagnol enlevé le 14 janvier dernier par des organisations terroristes dans la zone frontalière algéro-malienne. Un dénouement heureux qui a nécessité le déploiement rapide et efficace par Alger, en coopération avec ses partenaires de la région, de tous les moyens humains et logistiques pour préserver l'intégrité et la sécurité de Navarro-Canada, Joachim. Le dialogue national relancé, le président de la République reçoit tour à tour les chefs de parti pour élargir la concertation politique. Après le RND et le MSP, Abdelmadjid Tebboune a écouté les propositions du secrétaire général du FFS et du président de South Chab. Enfin, les membres du Conseil national de la jeunesse ont aussi été auditionnés par le chef de l'État. Trump, le retour, le 47e président américain a fait le plus long discours d'investiture depuis un siècle. Il y a une nouvelle fois détaillé ses promesses de campagne, une Amérique plus grande, plus conquérante, plus productive et moins impliquée dans les conflits armés. C'est en somme ce qui a ponctué l'allocution présidentielle du 20 janvier dernier. Dans la précision, Donald Trump s'est engagé à surabonder le marché mondial de l'énergie, imposer une politique commerciale agressive et transformer le rôle des États-Unis dans l'arène diplomatique mondiale. On reçoit pour en parler ce soir M. Arslan Chekhaoui, expert en relations internationales. Bonsoir, merci d'être avec nous. Dine Cherfaoui est aussi avec nous, journaliste et spécialiste des questions internationales, consultant aussi à Ifriqiya FM. Bonsoir, Dine Cherfaoui. Bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs. Merci d'être avec nous. Mahmoud Kaoubi, expert économique et financier. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Et Sami Kaidi, journaliste au quotidien Le Moudjahid, spécialiste des questions internationales. Bonsoir à vous également. Bonsoir, merci. Alors, Dine Cherfaoui, le ressortissant espagnol avait été enlevé, on le disait, le 14 janvier dernier dans le sud du pays, à la frontière avec le Mali. Ce qu'on retiendra de cette affaire, c'est d'abord la grande efficacité des autorités algériennes avec leurs partenaires sécuritaires régionaux dans la libération rapide de Navarro Joachim, moins d'une semaine quand on sait le temps que cela peut prendre dans ces affaires complexes de kidnapping. Ceci confirme une nouvelle fois l'expérience d'Alger dans la gestion de ces affaires complexes et dans la lutte antiterroriste plus globalement. Oui, alors effectivement, le touriste espagnol Joachim Navarro Canada avait été enlevé le 14 janvier dernier. Il a été libéré mardi 21 janvier. Il a été kidnappé, il faut le rappeler, par un groupe composé de 5 individus armés. Il avait été enlevé à la frontière algéro-malienne. Alors, la frontière algéro-malienne, c'est 1300 km, c'est extrêmement grand. Alors, même lorsque vous avez 2 ou 3 satellites pointés sur la frontière en question, vu son étendue, bon, peut se passer n'importe quoi. Donc, ceci pour vous dire que les frontières sont extrêmement difficiles à... Elles sont poreuses. Oui, elles sont poreuses, mais elles sont surtout extrêmement difficiles à contrôler, à surveiller, même lorsque l'on a des équipements ultra sophistiqués. On va parler des États-Unis. Il y a Trump, dans son discours de prestation de serment, a parlé de la frontière algéro-mexicaine. Alors, américano-mexicaine. Plutôt américano-mexicaine, excusez-moi. Donc, on parle de la première puissance mondiale, qui a la première armée du monde, la plus équipée, etc., et qui a du mal à surveiller sa frontière avec... Il a déclaré l'urgence nationale. Il a déclaré Alors, vous avez l'Algérie, donc, qui partage une frontière de 1300 km avec le Mali. Il a une autre frontière de 821 km avec le Niger, une autre frontière juste à côté avec la Mauritanie, qui est de 463 km. Alors, vous voyez bien toute l'étendue du territoire qu'il faut surveiller. Bon, donc ça peut expliquer les raisons pour lesquelles un touriste qui était dans la région a pu être enlevé. Donc donc effectivement, donc il a été enlevé à la frontière algéro-malienne. Il a été conduit donc à l'intérieur du territoire malien et finalement, donc les ravisseurs l'ont conduit jusqu'à la localité de Ménaka. Oui.
Et donc, le président de la République, dès l'annonce du kidnapping du touriste espagnol, a ordonné à ce que tous les moyens humains et matériels soient mis en œuvre pour que le ressortissant espagnol soit libéré, je précise bien, sain et sauf. Le président a insisté pour que le ressortissant espagnol puisse être libéré sain et sauf. Oui. Et donc, effectivement, il est rare qu'un ressortissant, il est rare qu'une libération se fasse en un laps de temps aussi court, justement, aussi rapide. Donc ça montre un peu l'expertise sur l'efficacité des moyens qui ont été mis en branle pour libérer cet otage qui a donc été enlevé à la frontière algéro-malienne. Ça dénote encore une fois de l'extrême précision de l'action des autorités algériennes avec, on le disait, les partenaires régionaux. Tout à fait, la compétence des hautes autorités du pays et aussi des corps sécuritaires qu'il faut saluer aujourd'hui. Et ce n'est pas que nous qui le disons, mais l'ambassadeur espagnol qui était présent lors de cette conférence de presse auprès du ministère des Affaires étrangères a rappelé que l'Algérie était ce pays qui contribue à la sécurité de l'ensemble de la région. Et quand il parle de l'ensemble de la région, il parle effectivement de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel, mais également de la Méditerranée occidentale. Et voyez-vous, ma chère consoeur, notre pays est connu pour ses efforts, pour sa lutte implacable contre ce fléau du terrorisme, et l'ensemble de nos partenaires à l'international reconnaissent aussi cette vision, ces efforts de l'Algérie. Cette expertise, on peut parler d'expertise. C'est une expertise, tout à fait, de l'Algérie qui assure donc la sécurité de tout un ensemble régional assez complexe, assez difficile. On a pu parler avant de cette bande frontalière qui s'étend sur quand même des centaines, voire des milliers de kilomètres, qui n'est pas facile aussi à surveiller, compte tenu aussi de ces bandes des criminels, du crime organisé, parce qu'il y a beaucoup de trafic, etc. Donc effectivement, l'Algérie a une expertise et elle a aussi sa tradition humaniste aussi pour défendre aussi finalement tous ces otages. Et l'Algérie, tant sur le plan technique, c'est-à-dire sur le terrain, mais également par son appareil diplomatique, contribue à lutter contre finalement tous ces fléaux-là. Parce qu'il faut savoir où intervenir aussi et comment le faire. Alors, et il y a aussi l'aspect diplomatique, c'est-à-dire que il faut rappeler qu'il y a eu deux éléments qui ont été mis en branle. Le premier, c'est la réponse sécuritaire, mais aussi la réponse diplomatique, car on a appris que c'est avec aussi la conjugaison de l'ensemble des efforts avec nos partenaires régionaux que cette libération s'est faite rapidement, et ça démontre aussi que l'Algérie a tout son poids dans cette région. Tout à fait. Alors, Monsieur Chiraoui, est-ce que dans cette affaire, nous sommes face clairement à une possible tentative de déstabilisation, ou est-ce que cela peut être attribué au débordement de l'intensification tout simplement de ces bandes ou de ces organisations terroristes et criminelles carrément à notre frontière? Je voudrais, si vous me permettez, rajouter un élément important qui est l'expertise de l'Algérie en matière de négociation pour la libération d'otages et dans les kidnappings. Et cela remonte à 79, absolument, à 79, à la prise d'otages des otages américains en Iran. Donc il y a cette expertise combinée à toutes les expertises qui font que l'Algérie a une véritable expertise multifacette pour pouvoir combattre ou pouvoir gérer ces aspects-là sécuritaires. Pour revenir à votre question, effectivement, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir des intentions, d'accord, de continuer à maintenir une région, donc l'Algérie compris, donc toute la région sahélo-saharienne, dans une situation d'instabilité pour une multitude de raisons. Pour des considérations d'enjeux stratégiques, et ces enjeux stratégiques sont liés essentiellement à l'accès aux ressources naturelles, notamment les ressources minières, les ressources minières critiques et stratégiques, les deux en même temps. Alors, c'est quoi les ressources minières stratégiques et critiques? Ce sont un peu les 17 minerais du tableau de Mendeleïev, d'accord,
qui sont nécessaires aujourd'hui à ce qu'on appelle l'industrie alternative et à la technologie. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup d'enjeux vraiment hautement stratégiques, vu que cette région-là, l'Algérie compris, cette région-là est considérée comme étant une aire d'intérêt commun, ce qu'on appelle en relation internationale l'ère d'intérêt commun, mais également une ère d'intérêt spécial pour un certain nombre de pays. Si je comprends ce que vous dites, il y a intérêt quelque part à garder cette région instable et minée par une activité terroriste. L'intérêt, il peut être gouvernemental ou non gouvernemental. Tout dépend des acteurs qui sont derrière ces opérations. Mais effectivement, il y a un intérêt de maintenir toute la région dans une situation d'instabilité et de ce qu'on appelle de conflits d'intensité variable pour pouvoir continuer à la gérer d'une certaine manière et avoir un moyen de pression sur les différentes autorités de ces pays-là. C'est même une autoroute énergétique, quand on sait que tout à fait. Plusieurs projets, notamment le TSGP, peut passer par cette zone-là. Donc effectivement, il y a des intérêts divers et c'est une région aussi qui peut attirer la convoitise de plus d'un. Effectivement, ce sont des préludes un petit peu pour pouvoir avoir des leviers d'influence. Pour ne pas dire de pression, mais ce sont des leviers d'influence qui sont là pour pouvoir agir. Oui, allez-y rapidement. Oui, alors ce qui s'est produit peut nous amener à faire deux conclusions. Alors la première conclusion, Sami Kaidi parlait de l'expertise des services de sécurité algériens qui ont pu, en un laps de temps assez court, libérer le ressortissant espagnol. Alors beaucoup d'informations laissent penser qu'il aurait été kidnappé par un groupe proche de l'État islamique. On aurait même essayé de le vendre à $150 000 parce qu'aujourd'hui les groupes terroristes, le modèle économique des groupes terroristes se fonde en partie sur le kidnapping qui peut rapporter de l'argent. Justement, c'était l'objet de ma question. Rapidement, pour donner la parole aussi à M. Karoubi. Alors, l'expertise des services de sécurité algériens, mais en second lieu, ce qui s'est produit confirme l'extrême volatilité de la situation dans la région. Ouais. Alors, juste pas que dans la région d'ailleurs, dans tout le continent. Oui, dans tout le continent. Alors, tout le continent, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité il y a 2 jours, justement, sur la situation sécuritaire en Afrique. Alors, tout le monde convient qu'aujourd'hui, l'Afrique est l'épicentre du terrorisme international. Oui. Et c'est surtout valable pour la bande sahélienne. Oui. Alors, quelques chiffres. Les actes terroristes ont augmenté de 400% ces dernières années. Oui. Et le nombre de décès a augmenté de 237%. Alors rien que pour l'année 2024, il y a eu exactement 13 000 morts. C'est énorme. Et on n'en parle pas de ces chiffres. 13 000 morts et 3 200 attaques rien que pour l'année 2024. Donc aujourd'hui, si la communauté internationale n'aide pas l'Afrique à prendre en charge ou à traiter la question du terrorisme, très vite, il est à craindre que la situation, que cela soit trop tard, et il faudrait s'attendre à ce que cette situation déborde sur toutes les régions exactement, que le curseur se déplace. Donc, en plus de ce que vient de dire M. Cheraoui, il y aurait peut-être des acteurs étatiques ou non étatiques qui essaieraient de déstabiliser et la région et l'Algérie pour les raisons qu'il a évoquées, mais le problème du terrorisme reste un problème fondamental et un problème essentiel qu'il convient de traiter au plus vite. Alors, M. Karoubi, Alger a très souvent rappelé le caractère dangereux de la présence et de l'activité devenue intense de ces groupes terroristes dans l'ensemble du Sahel. Les kidnappings d'étrangers ou de nationaux ne sont que l'un des aspects, malheureusement, de la violence multiforme qui frappe cette région depuis 2012 à peu près. Quelles sont les motivations qui sont derrière? Est-ce qu'elles sont purement financières ou est-ce que nous sommes encore dans les revendications politiques et idéologiques, selon vous? Bon, il y a pour préciser ma question, il y a eu assèchement aussi à un moment donné des cours de financement, des moyens de financement du terrorisme. Il ne faut pas limiter justement les enjeux uniquement à des questions purement financières. Les enjeux sont tellement importants, la recomposition que connaît la région sont tellement profondes et les acteurs étant multiples. Donc, la complexité de la situation vient de tous ces aspects. Et donc, on va retrouver des kidnappings motivés par des revendications financières, comme
on aura des Non, mais qu'est-ce qui prédomine selon vous? Non, actuellement, c'est beaucoup plus de la recomposition. Pardon, il y a eu des politiques conjointes de lutte contre le terrorisme, et à un moment donné, les sources de financement ont tari. Pendant quelques années, ça a pu reprendre aussi après les crises dans le Sahel, elles sont multiples aussi. Mais je ne pense pas que la considération financière reste la plus importante. Ce que connaît la région en termes de recomposition est derrière des enjeux beaucoup plus importants qui motivent. Les enjeux politiques, tout à fait, géostratégiques, économiques aussi, et donc ça rend la situation beaucoup plus complexe. Rapidement pour terminer sur ce... Je complète existentiel pour ces organisations-là. Très important parce qu'en fait aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en Syrie, l'émergence de HTC comme partenaire aujourd'hui plutôt crédible aux yeux des Occidentaux, d'autres organisations dans d'autres pays ou qui agissent dans d'autres pays se disent pourquoi pas nous. Et donc en fait aujourd'hui il y a une question existentielle pour ces organisations. Alors, il faudra que ça se précise évidemment dans les semaines ou les mois à venir. Alors le dialogue politique, j'en parlais en début d'émission, le président de la République Sami Kaïdi reprend donc les audiences avec les partis politiques en vue de lancer un dialogue national inclusif. Ce n'est pas la première fois que ce type de concertation nationale est adopté pour travailler notamment sur les 2 projets de loi en gestation, la loi donc sur les partis politiques et sur les associations. En quoi ces consultations peuvent, selon vous, faire avancer davantage le dialogue national, puisque ce type de méthode a déjà été exploré par le passé. En réalité, c'est une méthode que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adoptée dès son accession à la magistrature suprême en décembre 2019. Il a mis un point d'honneur à rencontrer très régulièrement la classe politique. On se rappelle qu'en mai dernier, soit en mai 2024, il a rencontré pendant plus de 8 heures à Alger, plus de 27 chefs de partis, des partis qui ont des élus dans les différentes assemblées locales et nationales. Lors de sa réélection à un second mandat, il a rencontré aussi ses opposants directs, ses 2 opposants. Et donc il y a une tradition, il a institué une tradition politique qui est de rencontrer donc toute cette classe et de dialoguer. Et il faut rappeler aussi la place prépondérante qu'il a donnée à la jeunesse avec la création d'un conseil supérieur de la jeunesse, c'est-à-dire que son dialogue ne s'arrête pas qu'à des partis politiques, à des associations, mais également à la société civile dans tout son ensemble. On a pu voir que la création de cette instance a apporté une certaine plus-value et elle a été créée rapidement, c'est-à-dire si on se rappelle de la révision constitutionnelle qui a été adoptée par voie référendaire en novembre 2020. Il y a eu plusieurs mesures pour la participation des jeunes dans la vie politique pour que ces derniers puissent être finalement le flambeau et la continuité. Et mieux représentés aussi. Et être mieux représentés dans l'ensemble des assemblées. Et aujourd'hui, effectivement, il y a eu toute une charpente qui a été mise en place, dont on voit actuellement les fruits. Et la participation de cette jeunesse en politique est primordiale. Non, elle est même concrète. Il a même très rapidement accordé un ministère à un jeune, Yassine Mahdi El Oualid, qui avait les startups auparavant. Et donc, finalement, le président de la République a fait confiance à la jeunesse et lui a redonné la place qui lui sied. Mahfoud Kaoubi, à propos de ce dialogue national, justement, qu'est-ce que vous pensez de cette... Le président de la République a parlé d'un dialogue serein, d'un dialogue qui doit être inclusif, évidemment, mais surtout dans la sérénité. Moi, je dirais qu'après la consolidation des institutions, c'est surtout cette volonté de donner une vie et une dynamique, pas en instaurant un dialogue et des discussions importantes par rapport à l'avenir du pays, par rapport à des questions fondamentales, du moment que la conjoncture exige à ce que des visions profondes soient débattues et qu'un consensus soit fait autour de questions importantes qui doivent unir les Algériens par rapport aux défis qu'on est... Alors on parle souvent de ce consensus, justement, le consensus national autour des questions essentielles. Justement, est-ce que
Où est-ce qu'on en est justement? Est-ce qu'on a une espèce de jauge comme ça qui nous dit où est-ce qu'on en est à propos de ce consensus? Si vous voulez mon avis, je dirais qu'on n'a pas assez débattu des questions importantes. Il y a des défis importants qui méritent d'être débattus plus longuement, avec beaucoup plus de liberté, je dirais, d'opinion, à ce que tout le monde s'exprime. Parce que un consensus est important et un consensus doit être construit. Construit par l'apport des différentes visions, des différentes strates de la société. Et là, il ne suffit pas de mettre en place des institutions, il faut leur donner ce niveau de vie, de dynamique important qui, à lui seul, pourrait mettre l'Algérie dans un élan de changement et de rupture par rapport à des pratiques anciennes qui nous ont empêchés justement de tirer profit de tout le potentiel dont dispose l'Algérie. Un potentiel qu'il faut rappeler doit être conçu dans la diversité, mais dans l'union, par rapport aux défis qui nous... Donc la diversité n'empêche pas le consensus. Tout à fait, au contraire. Oui. D'ailleurs, ces rencontres balisent ce dialogue national global. Et il faut rappeler aussi que, outre la rencontre aussi des partis politiques, il y a quand même aussi l'adoption d'une nouvelle loi par rapport aux partis politiques et aux associations. On va y revenir. Je voudrais qu'on reste encore une fois sur ce processus, Monsieur Chiraoui, ce processus donc de dialogue. 4 partis politiques, je le disais, ont été reçus par le président Tebboune, RND, MSP, FFS, Saout el-Chab. Le président de la République, on disait, a rencontré aussi les membres du Haut Conseil national pour la jeunesse. Est-ce que cette classe politique peut, selon vous, aller au-delà des fameux calculs électoraux et faire des vraies propositions? On a vu que certains ont, par exemple, exprimé des réticences quant à la possibilité de tenir des élections législatives anticipées. Est-ce qu'on n'est pas encore un peu centré sur des calculs, pas personnels, mais... politiciens. Oui, politiciens, voilà, je ne trouvais pas le mot. En fait, la classe politique doit avancer. Elle le doit. Pourquoi? Parce que nous sommes face à des défis majeurs internes, externes, et, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, une recomposition géopolitique, géoéconomique, et les enjeux sont tellement énormes que la classe politique va devoir s'impliquer. Pour s'impliquer, donc en fait nous sommes en train de passer vers une nouvelle ère. C'est ça la rupture. Nous sommes en train de passer vers une nouvelle ère et elle ne peut pas s'impliquer sans dialogue. Donc le dialogue est l'élément et la base qui fait, disons, la plateforme quelque part de l'émergence d'un certain nombre d'opinions, mais d'idées pour pouvoir avoir différents consensus. Vous avez le consensus à maxima et le consensus à minima. Donc, alors, le consensus ne vient pas juste par les idées, mais par l'échange. Et effectivement, la force de proposition, vous l'avez dit indirectement, effectivement, ce dialogue va devoir sortir avec des propositions concrètes. Et ces propositions concrètes vont faire avancer la société, puisque nous sommes en train de nous acheminer vers une nouvelle ère. Et vous avez une triptyque. Elle est politique, elle est économique, elle est sociale. Le politique, nous le voyons, c'est le dialogue. Le dialogue va émerger avec des idées et ça va nous permettre de débattre comme nous débattons aujourd'hui. Ouais. Parce que le débat sert à l'émergence des idées et des opinions et effectivement de faire avancer une dynamique qu'elle soit politique ou économique. Le deuxième levier, qui est celui de l'économique, la diversification. Donc on est dans la diversification politique, mais la diversification économique également. D'accord? Et le troisième levier, il est social. Donc la diversité, et c'est pour ça qu'on parle d'inclusif, ou d'inclusivité, puisque la diversité de la société. Et donc tout doit être imbriqué pour pouvoir avancer. Alors vous allez me dire, ça prendra combien de temps? Je vous dirai, ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faut faire vite et la classe politique va devoir se former à la politique. C'est une opportunité qui est assez importante pour que les partis politiques vont au-delà de leurs calculs personnels et s'inscrivent dans une logique consensuelle pour les intérêts suprêmes du pays dans un contexte de reconfiguration internationale et de toutes les menaces. On s'achemine vers un contrat social. Oui. C'est ça le contrat
contrat Oui, social. c'est le but recherché. C'est ça le contrat social, le nouveau contrat social, nouvelle ère, nouveau contrat social avec un certain nombre de paramètres et d'éléments clés pour pouvoir permettre à cette classe politique, à cette société et également aux citoyens. Puisqu'on parle de démocratie participative, mais le citoyen, il a des droits et des devoirs. Et son premier droit, avant d'être un devoir, c'est d'aller aux urnes. C'est d'exprimer sa voix, c'est un droit d'abord. Donc quelque part, tout ça va devoir être exposé de manière franche et transparente. Ça, c'est un élément clé. Et comme vous l'avez si bien dit, impliquer la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, la nouvelle génération, pense que ça va tomber du ciel, je vais le dire très brutalement. Pour un peu le renouvellement du personnel politique. Politique, bien sûr, absolument. Zine Cherfaoui, justement, votre avis, encore une fois, sur ce dialogue qui avance. Et puis, il y a ces avant-projets de loi organique relatifs donc aux partis politiques et aux associations. Le groupe de travail du Parlement les groupes achèvent donc leurs travaux. Celui chargé d'enrichir l'avant-projet de loi sur les conditions et modalités de création des associations a déjà commencé à auditionner les présidents des associations. La dernière loi sur les associations date de 2012, par exemple. C'est quelque chose qui est certainement en déphasage aujourd'hui avec les attentes ne serait-ce que des citoyens, si on devait recentrer le débat sur les citoyens. Sur quoi on peut avancer aujourd'hui ? Qu'est-ce que ces projets de loi peuvent apporter ? Alors la loi sur les associations date de 2012. Si mes données sont bonnes, celle sur les partis politiques date de 2011. Donc ce sont des lois qui datent un peu et qui conviennent d'être toilettées ou révisées ou revues. J'ai fait une petite revue de presse pour un peu voir les réactions des partis à l'annonce de la révision de la loi sur les partis, à l'annonce sur la révision de la loi sur les associations. Alors, tous les partis sont demandeurs. Qu'ils soient de l'opposition ou non. Donc les partis ont bien accueilli justement ce projet de révision des lois. Après, chaque parti, en fonction de son positionnement idéologique, a demandé un certain nombre de choses. Mais ce qui est à retenir, c'est que les initiatives prises sont globalement perçues positivement à la fois par les acteurs de la société civile, mais également par les acteurs de la classe politique. Ça, c'est une chose. Après, concernant le dialogue est une vertu. On ne dialoguera jamais assez. Il y a des demandes et il est bien que les acteurs de la société civile, les responsables politiques fassent leurs demandes et un contact direct avec le président de la République qui s'est engagé lors de son discours de prestation de serment qu'il allait être à l'écoute de la société, qu'il allait ouvrir un dialogue politique. Et donc, c'est bien parce que il ne faut pas l'oublier, l'Algérie a vécu le Hirak, ensuite il y a eu le Covid. Ce sont des périodes qui n'étaient pas spécialement propices au dialogue. Aujourd'hui, je suis tenté de dire que nous avons du temps à rattraper, tant les demandes aussi sont légitimement nombreuses. L'Algérie est une démocratie en construction. Et lorsque l'on est dans une démocratie en construction, il est tout à fait normal qu'il y ait des médiations, qu'il y ait des canaux, que l'on discute, que l'on négocie, comme pour bâtir, comme viennent de le dire à la fois M. Chiroun et mon ami Mahfoud Kaoubi, pour bâtir un contrat politique et un contrat social. Ça, c'est fondamental. Pourquoi bâtir un contrat politique et un contrat social ? C'est justement pour obtenir un consensus sur des questions essentielles. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde en transformation. Pour être brutal, nous sommes face à une nouvelle division du monde. Cette division se partage, il se fait de façon extrêmement brutale. Il est tout à fait normal, il est essentiel que l'Algérie soit immunisée, soit préparée, que le front interne soit suffisamment fort, justement. Pour ne pas être la proie, justement, de... Oui, il faut que le front interne soit fort pour que les secousses soient amorties et pour que le choc soit amorti. C'est très important. Et moi, je suis tenté de dire que dans certains contextes comme celui-ci, je pense que l'on doit sortir des batailles idéologiques. Je suis tenté de dire qu'il s'agit de batailles de riches.
Il y a des secteurs fondamentaux comme celui de la défense, de la sécurité, de l'école, de l'économie, qui doivent être extirpés des batailles idéologiques et qui doivent être fondés sur l'intérêt du pays. Oui, avant tout. Puis, il y a quelque chose d'important, c'est de changer de paradigme du fait politique. Donc, les logiques élitistes fermées, loin de la population, loin des couches sociales, doivent laisser le champ à un fait politique basé beaucoup plus sur la légitimité du fait, loin de la légitimité de la parole et du verbe qui appartiennent à une autre époque. Quand on voit par exemple la signature des décrets qui a suivi l'installation de Trump, ça démontre qu'ailleurs, on est sur une logique de légitimité par le fait. Et la jeunesse d'aujourd'hui qui attend. Les défis, c'est le défi de la jeunesse. Ce n'est pas les défis d'une autre génération qui est souvent coupée. Je parle d'une élite politique qui n'arrive pas à se mettre au diapason du changement que le monde est en train de connaître. Il faut être conscient de ça, parce que la chose, ce n'est pas uniquement une réforme des textes. La chose la plus importante, c'est que les textes s'adaptent à la réalité et aux enjeux. Que ce soit du concret. Rapidement, rappeler, c'est qu'incontestablement, ce dialogue national global va contribuer à renforcer davantage le front intérieur et qu'en jetant un petit coup d'œil à ce projet de loi par rapport aux partis politiques, enfin relative aux partis politiques et aux associations, il est extrêmement intéressant de voir qu'il y aura aussi des dispositions pour lutter contre le nomadisme politique et pour instaurer aussi l'alternance à la tête des partis politiques. Oui, d'anciennes pratiques la moralisation de la vie politique. Et tout ça a déjà été un peu comment dire, balisé. Oui, balisé par la révision de la Constitution. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qu'on devrait retrouver aussi dans... Un processus de recouvrement de la confiance. Tout à fait. Alors justement, on disait pour cette troisième thématique, nous la consacrons à l'investiture de Donald Trump. On revient d'abord en images sur le discours d'investiture du 47e président américain avec Raouf Hamouche. The age of America begins right now. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. C'est avec ces mots puissants, l'âge d'or de l'Amérique commence maintenant, que le président Donald Trump a marqué son retour au pouvoir lors de son discours d'investiture en tant que 47e président des États-Unis. Une déclaration qui résonne comme une promesse ambitieuse pour une Amérique divisée et en quête de renouveau. Donald Trump a dévoilé sa vision pour un nouveau mandat, se présentant comme l'homme providentiel capable de restaurer la grandeur américaine. Mais que signifie concrètement cet âge d'or annoncé par le président ? À travers ce message, Donald Trump promet un vaste programme de réformes centré sur l'économie, la souveraineté et les valeurs de l'Amérique. Au cœur de son projet, relancer l'industrie américaine, réduire les impôts pour les entreprises et les familles et protéger les emplois des travailleurs américains. Un plan économique qui, selon lui, mettra fin à la dépendance envers les importations et redonnera un nouvel élan aux classes moyennes. Côté immigration, le président a réitéré son engagement à sécuriser les frontières. Parmi ses priorités, achever la construction du mur frontalier avec le Mexique et renforcer les contrôles migratoires. Pour les analystes, cette déclaration marque une continuité avec le slogan « Make America Great Again ». Mais elle intervient dans un contexte politique tendu où les fractures sociales et culturelles restent profondes. L'âge d'or annoncé par Donald Trump sera-t-il une réalité ou une utopie ? Une question qui reste ouverte alors que l'Amérique entame un nouveau chapitre de son histoire. Alors, un nouveau chapitre pour l'histoire des États-Unis, l'âge d'or que annonce le président Donald Trump. Monsieur Chiraoui, la première grande inquiétude chez Donald Trump, c'est l'immigration illégale. Le nouveau président US vient de déclarer l'urgence nationale à la frontière sud des États-Unis. Les cartels de drogue essentiellement sont déclarés organisations terroristes étrangères et un nouveau décret présidentiel invoque The Alien Enemies Act de 1798, la loi sur les ennemis étrangers qui donne tout simplement carte blanche, si on devait paraphraser un petit peu, au gouvernement pour le recours à la force, donc pour l'ordre fédéral et les États aussi. Alors est-ce que ça ne donne pas une image d'une Amérique qui va se refermer davantage ?
Moi, je vais dire plutôt que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère sérieusement. C'est sérieux, là. Là, maintenant, c'est sérieux. Avant, c'était un peu, peut-être, philosophique, mais maintenant, c'est sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous sommes face à un nouveau président, le président Trump, qui est aux commandes aujourd'hui et qui est en train d'opter pour ce qu'on appelle le smart power en relations internationales. Nous ne sommes plus dans une logique de hard power, donc le guerrier. Nous ne sommes pas dans une logique de soft power, nous sommes dans une logique de smart power. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que nous sommes face, encore une fois, à un chef d'entreprise. Donc, quelle est la différence entre ou quels sont les objectifs communs entre un chef d'entreprise et un chef militaire? Un chef militaire recherche la victoire. Le chef d'entreprise recherche le gain. D'accord? Et par rapport à ces éléments, nous pouvons aller sur la question de l'immigration. Ce qu'il ne dit pas, c'est ça qu'il faut rechercher. Parce que ce qu'il dit est clair. Je vais réduire l'immigration clandestine. Mais ça, c'est un phénomène qui existe depuis un certain nombre d'années, voire siècles. Oui, il a toujours existé. Oui. Il existe partout, que ce soit sur notre continent, que ce soit sur le continent européen ou que ce soit sur le continent américain. Donc c'est un phénomène qui existe et qui ne va pas disparaître du jour au lendemain compte tenu de la complexité de ce phénomène, qu'il y a plusieurs paramètres que nous n'avons pas le temps de pouvoir développer ici. Par contre, reconduire aux frontières ou dans leur pays d'origine les migrants ou les émigrés clandestins, attendez, on parle de 18 millions. Oui, il parle de millions. Bien sûr. Et il dit qu'il le fera. Alors, il dit qu'il le fera, oui, c'est un chef d'entreprise, il va faire ce qu'il dit. Oui. Mais il n'a pas dit qu'il allait tous les renvoyer, parce qu'il n'a pas, il n'a pas les éléments pour le dire. Par contre, les experts vous diront, il pourra renvoyer aujourd'hui autour de 20% de cette population. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il va opter pour ce qu'on appelle une émigration sélective. D'accord ? Et une mobilité sélective. L'Europe est en train de faire à peu près la même chose. Oui. Alors, c'est quoi cette mobilité et cette émigration sélective? C'est de mettre en place des paramètres qui puissent permettre de dire, OK, j'ai besoin de plombier, oui. Juste pour le citer qu'un exemple, j'ai besoin de plombier, je ramène le plombier. Et ça s'arrête là. À l'image de ce que fait un peu le Canada. À l'image de ce que fait le Canada et de ce que fait aujourd'hui l'Europe. D'accord ? Donc, grosso modo, oui, il part, alors en tant que dealman, en tant que chef d'entreprise, en tant que transactionnel, il place la barre très haut à chaque fois. Et dans ce cas-là, il a placé la barre très haut et il a brandi l'épouvantail de la menace, puisqu'il parle de situations d'urgence et de pouvoir faire appel à des forces de sécurité pour pouvoir... Donc il place la barre très haut parce qu'il veut montrer à son opinion, on parle de l'opinion américaine, à son opinion qu'il y a un danger qui guette la société et le confort du citoyen américain, et par conséquent, d'accord, nous devons mettre en place tout cela. Donc en réalité, il a placé la barre très haut pour pouvoir arriver, encore une fois, à un autre seuil qui est à peu près, mais il va le faire, bien sûr, qu'il va reconduire les 20% de ces immigrants. 20%, ça représente combien? Ça représente 2 x 8, 16, 2 x 1, 2 et 1, 2 x 1, 18 millions, c'est un tiers. 1,9 million, voilà. Heureusement que nous avons un économiste pour faire les calculs, le calcul mental. 20%. Monsieur Kaoubi, merci. Oui, Monsieur Kaoubi, justement, sur le plan économique, Trump affirme que l'Amérique redeviendra un pays manufacturier grâce, dit-il, à la plus grande quantité de pétrole et de gaz de tous les pays du monde. Il parle de faire baisser les prix, remplir à nouveau les réserves stratégiques et exporter l'énergie américaine dans le monde entier. On imagine des répercussions pour le moins dangereuses pour le reste du monde avec des annonces pareilles. Certainement pour les uns, pas pour les autres. Donc tout le monde sait qu'il y a un prix d'équilibre sur lequel il y a un consensus entre aussi bien les producteurs que pour des consommateurs, et qui est
un prix d'équilibre qui permettra à la machine économique mondiale de reprendre. Parce que actuellement, le grand problème, c'est quoi? C'est le ralentissement du rythme de la croissance mondiale, qui pose des problèmes aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique et social. Donc, les extrémismes, le chômage, l'inflation, et tant de phénomènes que le monde a connus d'une manière très brutale et très délicate ces dernières années. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de produire plus afin d'être dans une position beaucoup plus avantageuse que le grand concurrent chinois, dans la mesure où il le dit d'une manière très claire, nous, les Américains, on a de l'énergie. Et une énergie abondante, je ferai tout pour disposer de toutes les sources d'énergie possibles. Donc les énergies fossiles. D'accord? Et donc, la menace vient de la Chine. Et la réponse des États-Unis, d'ailleurs, Trump, il s'appuie sur tout le programme, tout le diagnostic qui a été fait par le think tank, l'American First Policy Institute, qui a fait un diagnostic très précis, très profond de la menace qui guette les États-Unis par la Chine. Les États-Unis, en 10 ans, ont perdu énormément de points sur le plan économique. L'écart se rétrécit de plus en plus, ils ont perdu en compétitivité. C'est pour cela qu'il met la barre très haut, qu'il essaie de mobiliser toutes les franges de la société. C'est le leadership là, qui est en jeu. Tout à fait. Il dit clairement qu'on redeviendra les premiers. Ils sont toujours premiers. Mais si on devait, Monsieur Kaoubi, si on devait analyser un petit peu ce qu'il dit, est-ce que concrètement c'est possible aujourd'hui? Est-ce que Donald Trump n'est pas en déphasage avec la réalité économique mondiale? Pas du tout. La menace est là, l'Amérique est consciente et il veut mettre la machine au travail. Oui, est-ce qu'il peut reprendre la place de leader? Bien sûr. Les États-Unis disposent d'une base économique assez solide en termes de dotation factorielle, aussi bien pour l'énergie que pour la ressource humaine, que pour l'infrastructure. Les États-Unis sont très gâtés et ils ont fait un travail antérieurement en profondeur qui leur permet de rebondir. Et là, remettre la machine au travail, il part de réindustrialiser le pays, ceci part d'un diagnostic profond qui a révélé que les États-Unis, ces 20 dernières années, se sont désindustrialisés comparativement à la Chine. Et la sphère financière a pris le dessus sur la sphère de l'économie réelle. La crise du Covid a marqué les esprits et a démontré que l'économie réelle constitue le véritable gage de la performance économique. Donc on peut être riche, on peut avoir les places financières les plus florissantes, mais si on ne dispose pas d'une économie réelle forte, on ne pourrait pas défier et être en compétitivité avec des grandes nations qui ont, l'espace de 25 ans, la Chine, la Russie et les pays émergents sont en train de... Et même les clubs comme les BRICS et les échanges la recomposition. D'ailleurs, la venue de Trump annonce une recomposition des nouvelles ordres économiques mondiales. Il veut utiliser les droits de douane aussi. D'ailleurs, son premier discours, on y arrive justement. Son premier discours au chef d'entreprise, il le fait à Davos. C'est très important. Le message est clair. Et si je peux me permettre, les investissements. Attirer le maximum d'investissements. Et il l'a dit aujourd'hui à Davos, attirer le maximum d'investissements. Donc, le mot d'ordre, relocalisation. Relocaliser, merci. Capter l'investissement. Les flux d'investissement qui se faisaient du nord vers le sud prendront tout à fait la direction inverse. Et parce que justement, il va baisser le prix de l'énergie et donc de l'énergie, la réindustrialisation. 70% des moyennes entreprises allemandes se sont relocalisées en allant chercher un nouveau foyer qui est les États-Unis. Finalement, l'Occident s'est rendu compte que la délocalisation de l'industrie était une erreur, finalement. C'était une autre époque. Sami Khalidi, vous vouliez réagir? Oui, je voulais dire qu'il utilise aussi l'arme des droits de douane dans cette optique-là, vis-à-vis de la Chine, mais également aussi des pays membres des BRICS. Et quand vous avez abordé la question assez intéressante de cette relocalisation de l'industrie, etc., il l'a partiellement réussi dans son précédent mandat avec Ford.
On se rappelle qu'il a réussi à ramener toute cette industrie et que par le biais de cette politique de la carotte et du bâton, il a réussi finalement à faire revenir cette marque emblématique de l'industrie. Il a parlé encore une fois de l'industrie automobile qu'il compte relancer de manière encore plus effective. Zine Cherfaoui, pour clore un peu le chapitre économique, parce qu'il y a les relations internationales et c'est très important de revenir dessus. Comme le disait Sami Kaidi, Trump parle de remaniement du système commercial américain avec des droits de douane et des taxes aux pays étrangers. Il parle de quantités massives d'argent qui afflueront dans le trésor américain en provenance de l'étranger. Et en parlant de commerce, il y a aussi la volonté de maîtriser les points de passage, les points maritimes, avec, il le dit, la reprise du Panama, du canal du Panama. C'est un petit peu... c'est surprenant comme déclaration. Le Panama n'est pas trop d'accord d'ailleurs à ce propos. Alors justement, est-ce que ce ne sont pas des déclarations un peu agressives sur le plan commercial? Qu'est-ce que ça annonce là encore une fois pour le reste du monde? Bon, qu'est-ce que ça annonce? Mahfoud Kaoubi et M. Cherfaoui en ont un peu parlé. Donc, pour le commerce, hein. Oui, pour le commerce. Alors, vous avez le 47e président des États-Unis veut faire de son pays le premier dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et pour le nouveau président américain, le canal de Panama est une route maritime essentielle pour la domination américaine. Et donc, voilà, donc ils ont... Mais je doute fort que le canal de Panama, que les États-Unis mettront la main sur le canal de Panama par la force. Je pense que ça passera par des négociations qui seront autant avantageuses pour Panama que pour les États-Unis. Et pour les Chinois. Et pour les Chinois aussi. Mais effectivement, donc, le canal de Panama est important pour les Américains dans leur face-à-face avec la Chine. Donc c'est un dispositif, c'est un élément essentiel de leur bataille avec la Chine, justement pour le leadership en matière commerciale et en matière économique. On va un petit peu avancer. Je vous reprends sur la question donc des relations internationales. On a vu que le cessez-le-feu à Gaza a bien été l'œuvre de Trump avant même son investiture, même si le président vient de lever les sanctions contre des colons sionistes. Et on voit aujourd'hui le chaos qui prend forme en Cisjordanie. Certains affirment d'ailleurs que Netanyahou aurait négocié le cessez-le-feu contre l'annexion de la Cisjordanie. Qu'est-ce que vous en pensez, Zine? Oui, alors ce n'est pas totalement exclu. Il ne faut pas l'oublier. Les États-Unis sous Biden et sous Trump resteront un allié essentiel de l'entité sioniste. Ça, c'est un fait avec lequel il va falloir composer. C'est une réalité. Alors, Trump a réussi à faire arrêter le génocide à Gaza. C'est une manière de dire aussi, c'est un message envoyé non seulement aux dirigeants de l'entité sioniste, mais c'est aussi un message envoyé à la Russie, à la Chine, à tous les adversaires des États-Unis. Le message, il dit quoi en substance? Il dit « j'ai le pouvoir d'arrêter une guerre, comme j'ai le pouvoir aussi de relancer ou de lancer une guerre ». Donc c'est pour encore une fois réaffirmer le poids des États-Unis dans le monde. Ça, c'est un message qui est adressé non pas uniquement mais c'est un homme de paix au Proche-Orient finalement, parce qu'on s'y perd, notamment avec sa dernière déclaration sur le cessez-le-feu. Il dit qu'il n'est pas forcément viable pour lui. C'est inquiétant d'entendre ce type de oui, encore une fois, je vais essayer de paraphraser M. Cherfaoui. Ce qu'il a développé est extrêmement intéressant. Alors, vous avez aujourd'hui les États-Unis en 2025, c'est un pays qui a à peu près 90 000 milliards de dettes, c'est ça? C'est ça. C'est un pays qui commence à accuser un certain nombre de retards dans un certain nombre de domaines. Et aujourd'hui, Trump, ou une partie de l'establishment américain, a compris que les guerres, c'est bien, mais ça coûte. Donc,
plutôt que de dépenser de l'argent à faire des guerres pour des gains qui ne sont pas aussi importants que cela, mais de toute manière, les Américains ont le contrôle des ressources énergétiques du Proche-Orient. Oui. Il faut, de fait. Alors non seulement ils ont du pétrole de schiste, ils ont du gaz de schiste, des hydrocarbures non conventionnels, mais ils contrôlent aussi les principales sources d'énergie de la planète qui se trouve qu'elles sont au Proche-Orient. On pourra en parler une autre fois, ça peut faire l'objet d'une autre émission, mais la guerre de Gaza ou le génocide à Gaza s'explique en partie aussi par les gisements de gaz qu'il y a au large de l'enclave palestinienne. Mais c'est pour ça d'ailleurs que Trump disait on peut faire de belles choses à Gaza, qui est actuellement un champ de brûlis. Exactement. Aujourd'hui, c'était la une course, référence à ça. La course, c'est pour la reconstruction de Gaza. Day after. Oui, alors, Trump, pour la priorité de le mandat de Trump, c'est de reconstruire l'Amérique de telle sorte à ce qu'elle soit leader dans 4 ans ou dans 5 ans. Je vais vous donner un exemple. Ils se sentent un peu dépassés en matière d'intelligence artificielle. Trump vient de mettre sur la table 500 milliards de dollars sur 4 ans pour développer. Alors, c'est pas seulement astronomique, c'est extra-galactique. C'est 500 milliards de dollars rien que pour développer l'intelligence artificielle. Donc ça vous montre aussi cette volonté d'aller le plus loin possible et le plus vite aussi. Et le plus vite possible. Ouais. Et c'est la même chose. Oui, c'est la même. Parce que qui contrôlera l'intelligence artificielle contrôlera somme toute le monde. Et puis ça peut faire aussi l'objet d'une autre émission. Il ne faut pas l'oublier que nous sommes dans une guerre mondiale 2.0. Oui. On n'en parle pas, mais il faut le dire aussi. Aujourd'hui, la guerre, elle est à notre niveau. Mais encore une fois, nous concernant, je pense qu'il est aussi important, et ça, moi je pense que cela relève des intérêts vitaux de l'Algérie. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, son intérêt vital est d'être un pays non aligné. C'est extrêmement important. Et il ne faut pas faire l'erreur de regarder l'Amérique de Trump de 2025, à travers les yeux d'Européens ou de Chinois. Tout à fait. Nous avons aussi des intérêts importants à sauvegarder. L'histoire, je donne juste un petit exemple. Très rapidement, pour faire encore un tour de table. Oui, alors tout le monde se souvient de la guerre israélo-arabe de 67. Et à l'issue de cette guerre, l'Algérie a rompu ses relations avec les États-Unis. Mais à l'époque, le pouvoir de l'époque, le gouvernement de l'époque, Houari Boumedienne, le défunt président Houari Boumedienne, ne s'empêchait pas de discuter avec Nixon quand il le fallait. En 1974, lors d'un déplacement aux États-Unis, il a rencontré Nixon pendant de longues heures et il s'est entretenu avec Kissinger pendant 3 heures durant. Et alors que l'Algérie n'entretenait pas officiellement des relations avec les États-Unis. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Il y avait cette culture du dialogue. Il y avait cette culture du dialogue. Houari Boumedienne avait Saad Zegga qui faisait la navette entre Alger et Washington pour discuter, pour faire en sorte que les intérêts algéro-américains de part et d'autre soient sauvegardés. Donc, on va un petit peu et avancer. l'Algérie s'est beaucoup entendue avec les républicains. On peut encore en parler, mais aujourd'hui, il y a des intérêts aussi algériens à sauvegarder. Vous voulez rapidement? Oui, tout à fait. C'est que, hormis cette parenthèse de 1967, les États-Unis d'Amérique et l'Algérie entretiennent des relations denses, historiques et constantes. Il faut rappeler que notre pays est l'un des premiers à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis en 1795. Et ce soutien aussi historique, cette proximité historique se symbolise aussi avec cette ville, El Kaider City, qui est un hommage au père fondateur de l'État algérien moderne, l'émir Abdelkader. Alger et Washington ont un lien qui ne cesse aussi de se renforcer ces dernières années. On voit bien aussi l'activité de l'ambassadrice des États-Unis à Alger, Madame Obin, qui est extrêmement active, qui en même pas 2 semaines, elle a rencontré une demi-dizaine de ministres, dont le Premier ministre, M. Al-Abawi. Et donc, Alger et Washington ont, quelle que soit, je pense, l'administration qui est au pouvoir à Washington, des liens forts. Il faut rappeler aussi la visite hier du commandant de l'Africom. Avant d'arriver à ça, justement, d'abord, Monsieur Chiraoui, l'Afrique qui intéresse de plus en plus les USA, est-ce qu'il peut y avoir, selon vous, une nouvelle politique à l'égard une nouvelle politique étrangère à l'égard de ce continent, surtout avec le remplacement
des anciennes puissances coloniales dans le continent. Est-ce qu'il peut y avoir des nouveaux paradigmes dans ces relations, dans la relation des États-Unis avec l'Afrique? Merci, la question est pertinente. Je voudrais ajouter un élément important avant de commencer. 47 milliards de dollars sont sur la table pour la reconstruction de Gaza, d'accord? C'est très important. Qui va payer? Ce sont les monarchies du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. 47 milliards de dollars sont sur la table depuis plus d'1 an. Je vous le garantis, je l'ai entendu personnellement de la bouche d'un proche de Trump. Alors, pour revenir à la question liée à l'Afrique, effectivement, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, que les États-Unis d'Amérique, sous Trump aujourd'hui, doivent contrôler ou veulent contrôler les points de passage et les routes maritimes. Et les routes maritimes sont importantes en Afrique parce que c'est lié, pour ne pas rentrer dans le détail, c'est lié à toute la partie économique que vous avez développée tout à l'heure, mais également la perte de la chasse gardée d'un certain nombre de pays, notamment la France, qui fait que les États-Unis d'Amérique trouvent une place pour pouvoir aussi contrer un petit peu la Chine qui est très présente en Afrique. Donc incontestablement, les États-Unis d'Amérique vont continuer, parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés, c'est la politique africaine qui a toujours existé, elle est toujours la même. L'Afrique est considérée comme étant une aire d'intérêt stratégique et non pas spéciale, d'accord? Mais que les Américains sous-traitaient en fait avant. Alors, oui et non. C'est ce qui a changé. Il y avait beaucoup d'aide au développement. Donc ce que l'administration Trump ne fera pas, puisqu'elle est dans une logique de réduire les aides. Par contre, je ne dirais pas qu'elle pourrait réduire de manière drastique l'aide à l'Afrique. Peut-être que l'aide à l'Afrique restera telle qu'elle pour pouvoir continuer à pénétrer le marché ou le continent africain et surtout s'affirmer en tant que puissance dans la région, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'autres pays tels que la France qui est en train de perdre du terrain en Afrique, donc il doit être, la nature ayant horreur du vide, doit être reconquis. Donc c'est un peu la reconquête. Je vais poser une dernière question à Mahfoud Kouabi, il nous reste quelque chose comme 3 minutes. Vraiment, alors justement, on a parlé d'économie et c'est un peu la part du lion de ce que veut faire de l'essentiel du programme du président américain. Est-ce qu'on peut parler aussi économie avec l'Afrique? Il n'y a pas seulement les aides au développement et est-ce qu'il peut y avoir un partenariat, notamment avec l'Algérie aussi? Nécessairement pour contrer principalement la Chine et l'Inde. Parce que le monde est en train de muter vers un monde bipolaire. Les Américains sont conscients que la mondialisation verticale n'a plus d'avenir. C'est pour ça qu'ils sont sur un discours beaucoup plus prédisposé au débat, à la discussion, à la négociation. Ils le préparent d'ailleurs. Maintenant, la Chine, l'Afrique constitue un lieu d'approvisionnement important et de sécurisation des approvisionnements en matières premières pour la Chine et l'Inde. Les États-Unis disposent de beaucoup de ressources. Donc l'Afrique n'intéresse pas les États-Unis par rapport uniquement à l'abondance des matières premières parce qu'ils en ont. Mais pour contrer justement l'autre pôle, il est nécessaire d'être présent. D'être présent avec une autre logique, de promettre mieux et de proposer le développement. L'investissement, qu'il y aura des investissements, par exemple, structurels importants. C'est ce importants. que l'Afrique est en train de revendiquer. Oui, c'est ça. Et justement, pour être plus crédible, proposer quelque chose d'autre qui n'est pas du domaine uniquement du politique, dans la mesure où la proposition des Chinois comme des autres est beaucoup plus politiquement acceptable. Parce que ces pays, étant des pays émergents, sont disposés de développer, d'aider, de faire dans l'intégration. Contrairement à ce qui était perçu par rapport au monde occidental qui était vertical, colonialiste. Les États-Unis et en Afrique, il n'y a pas de couture. Mais maintenant, aller vers une nouvelle situation dépend aussi des Africains. C'est ça. Mais maintenant, on doit construire, être attractif et ne pas être dans des logiques de subordination, loin
des enjeux. Exiger peut-être des partenariats gagnant-gagnant. Pas uniquement exiger, être disposé de faire des capable partenariats. de négocier, puisque vous avez un chef d'entreprise en face. Donc être capable de négocier. Et de changer la réalité du terrain. Absolument. Ces partenariats existent déjà. Voilà. Donc ces partenariats existent déjà quand on sait que l'Algérie, qui est un pays pivot, qui est une puissance régionale africaine, a des investissements directs étrangers des États-Unis qui sont en première position parce qu'ils s'élèvent à 6 milliards. Donc les États-Unis caracolent en tête de ces IDE à destination de l'Algérie. Donc ça peut servir d'exemple de ces nouveaux, ces futurs partenariats. On peut calquer ce partenariat. Et là, ça a une opportunité extraordinaire de faire du partenariat avec l'Algérie. Une nouvelle architecture, des capacités, un niveau de développement assez important qui pourrait accélérer les processus. Et c'est dans ce sens qu'il faut aller vers un nouveau paradigme qui est basé sur les logiques de marché, de développement, avec des plans opérationnels beaucoup plus pragmatiques qu'on a vécu antérieurement. Merci beaucoup. Vraiment, on doit avoir comme un clin d'œil, on peut dire que comme un clin d'œil, donc le commandant de l'Africom, le général anglais qui était hier à Alger, a dit « nous prospérons ensemble ». Donc, le message est clair. Ça peut augurer de belles choses qu'on peut faire ensemble. Alors, je vais remercier d'abord M. Arflen Chirhaoui, expert en relations internationales. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Azim Charfaoui, journaliste et consultant d'Ifriqiya FM. Mahfoud Kaoubi également, expert économique et financier. Et Sami Kaïdi, journaliste au quotidien Al Moudjahid. Merci à vous de nous avoir suivis comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Excellente